Sud FM, c'est radio. Mamadou Diop Decroix, bonjour. Bonjour, Bayoumar. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Bayoumar. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer sur ce plateau devenu très célèbre, une icône dans les médias radiophoniques sénégalais, l'émission Objection. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire général de AJ/PADS, mais vous êtes ancien ministre d'État, aujourd'hui vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, c'est à l'Assemblée nationale. Alors, monsieur le ministre, parlons d'actualité. Mamadou Diop Decroix, vous avez été de tous les combats démocratiques. Dans la clandestinité sous le feu Léopold Sédar Senghor, ensuite dans l'opposition sous Abdou Diouf, ministre sous Abdoulaye Wade, aujourd'hui opposant sous le règne de Macky Sall. Alors Mamadou Diop Decroix, l'autre fait qui caractérise votre personnalité, c'est que vous avez participé depuis l'élaboration, les modifications du code électoral, des accords, consensus, puis modification du processus. Un processus, Mamadou Diop Decroix, sans fin. Alors, d'abord, pouvez-vous rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, en tant qu'acteurs et témoins de ce long processus. Alors, oui, Mamadou Diop Decroix, que devons-nous retenir tant du point de vue du processus, mais aussi sous sa dimension politique du code électoral? Merci beaucoup, Bayoumar. D'abord, je me réjouis vraiment de me retrouver avec vous pour discuter d'une question aussi fondamentale. La matière électorale. La matière électorale. En quoi? En quoi au sens où il est question de la dévolution démocratique et pacifique du pouvoir. En Afrique, et l'humanité d'une façon générale, avant l'émergence des systèmes démocratiques électoraux, c'était la violence. On accédait au pouvoir par la violence et on quittait le pouvoir par la violence. Évidemment, avec le système démocratique électoral, on peut accéder au pouvoir de façon démocratique et pacifique ou perdre le pouvoir de façon démocratique et pacifique et revenir. Oui, le Sénégal a connu 2 alternances. Tout à fait. Par conséquent, ce système, il est important. Je crois qu'il est bon que nous travaillions à le préserver. Sous le président Senghor, parce que vous avez posé la question finalement du survol historique de cette problématique. Oui, dont vous avez été acteur. Tout à fait. Et le président Senghor est arrivé au pouvoir avec tous les... en 1960, pour aller vite. Très rapidement, on a assisté à une disparition des partis. Sous l'époque coloniale, il y avait une floraison de partis politiques. Bon, en général, c'était les prolongements des partis politiques français. C'est normal. Mais à partir de 1960, on a très rapidement connu un resserrement démocratique. Le PAI a été interdit dès 1960 avec les élections locales à Saint-Louis. Le PRA Sénégal a été pourchassé, surtout après les événements de 63. C'était aussi des élections. On a réprimé les populations à la Médina, des dizaines de morts. Certains ont dit plus d'une centaine de morts, etc. Et à partir de 66, il y a le monolithisme politique, parti unique, est intervenu avec la disparition du PRA Sénégal. Donc, on votait, mais l'élection n'opposait plus les candidats. L'élection opposait les régions et les départements, puisque le candidat était unique, le président Senghor.
La question, c'était quel département va avoir le plus de voix pour le candidat unique. Et donc, la compétition portait sur ça. Matam peut dire j'ai eu 99%, Ziguinchor dire j'ai eu 99,95%, Kolda dire qu'il a... C'était la compétition entre départements. Voilà. Bien. Mais évidemment, ce n'était pas possible. La situation du pays au plan économique, social s'est mise à se détériorer. Il a fallu en 1974 revenir au pluralisme. Senghor en 1968 a eu en février plus de 95%, on va dire, je pense que ça doit être autour de 99%, mais on va dire plus de 95%. Senghor a eu ça. En février 1968, en mai, 3 mois après, il a failli perdre le pouvoir. Le peuple est descendu dans la rue, ce qui veut dire que les élections n'avaient finalement aucun sens, on va dire. Bon, Senghor a voulu aller à l'international socialiste, il fallait bien le multipartisme, c'est ça qui a donné le PDS, le PAI de Majmoud Diop, etc. Bref, en 1978, il y a eu des élections législatives. Le PDS, qui a participé pour la première fois à cette élection, a eu 18 députés. Pour la petite histoire, Laye Diop Diatta était le représentant du PDS en Basse-Casamance, à Oussouye. Laye Diop était à Loncade, on était d'ailleurs des collègues. Le Parti socialiste a voulu l'enrôler. Laye Diop a refusé. Ils lui ont proposé monts et merveilles, hein, je dois dire, et je tiens ça de sa propre bouche, et Laye Diop Diatta, que Dieu l'accueille en son paradis, il ne raconte pas d'histoire. Mais je ne vais pas donner... Pour qui connaît l'homme. Oui, je ne vais pas donner le détail. Il les a éconduits. Aux élections législatives, Laye Diop était 19e ou 20e. Ils ont donné à Wade 18 députés. Ils ont dit, si on continue, Laye Diop Diatta peut être député, donc on s'arrête. Ça donne une idée. Oui. Alors, bon, quand le président Senghor est parti, évidemment, il y a eu tous ces combats démocratiques avec le RND, avec les partis clandestins comme nous autres, Andi Diouf Kharebi, comme la LDMPT, comme le PIT. Les gens se sont battus. Et quand Abdoulaye Bathily réagit de la sorte, normal, diriez-vous? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est lié à son itinéraire, son parcours. Absolument. C'est une génération de refus. De refus, qu'on ne peut pas impressionner, qu'on ne peut pas apeurer, etc. Quand j'ai vu la réaction des gens du pouvoir par rapport à cette sortie de Bathily, qui était une sortie... naturelle. Oui, tout à fait. Mais... ça, c'est un drame, d'ailleurs, oui, pour ne pas perdre votre logique, du moins en retraçant l'historicité du processus électoral, oui, que devons-nous retenir en fin de compte? Quel est le principal enseignement? Donc, ça, avant de revenir Senghor. Un peu sous Senghor, sur ces particularités? Sous Senghor, on votait sans identification de l'électeur, bien sûr. Donc, vous pouvez voter 30 fois, sans isoloir. Donc le vote était public, etc., etc. Quand le président Diouf est arrivé, évidemment, il y a eu le multipartisme, mais la première décennie, donc, il y a l'étape Senghor, c'est la phase 1. Avec Diouf, on a eu 2 sous-phases. La phase Diouf, c'est 2 sous-phases. Une sous-phase avec la première décennie, 80-90, où le pluralisme était consacré. Intégral, mais où le vote n'était pas encore correct. C'est ça. On pouvait encore voter plusieurs fois, l'isoloir était... L'opposition n'était pas membre du bureau de vote, mais était quand même observateur. Non, mais on vous mettait au fond de la salle, vous aperceviez à peine ce qui se passait. Mais bon, c'était quand même un progrès. Mais c'est dans la deuxième décennie maintenant, après 88, n'oublions pas que le soir des élections, avant la proclamation même des résultats provisoires, Wade a été arrêté. Boubacar Sall, Abdoulaye Bathily, pour ne pas le nommer, etc., et envoyé en prison. Bon. Et il y a eu comment on appelle ça, des émeutes
Ah oui, oui, la jeunesse est descendue dans la rue À plusieurs février, reprises, ouais. mars, avril, mai, sans arrêt. Des arrestations, des emprisonnements, etc., etc. Et Diouf, le président Diouf a, je crois, compris qu'il fallait prendre des mesures. Il a été aidé par quand même des amis. Des amis, je vais dire, c'est en tout cas des personnes qui tenaient à ce que le Sénégal puisse rester stable. Oui. Le NDI américain a joué un rôle Quand vous très dites des important. amis, vous faites allusion à qui? Hein? Quand vous parlez d'amis, vous faites allusion à qui? Je sais que le NDI américain, Oui. le National Democratic Institute, a joué un rôle très important. Nous les avons reçus à l'époque. Oui, parce que vous avez été un acteur principal avec des va-et-vient. Quand vous parlez d'élaboration, vous parlez de processus de modification, de désaccord, de consensus. Vous avez été là. Pour retenir quoi? Alors, pour retenir, vous avez très bien raison, que quand entre acteurs on décide de s'entendre, quand la volonté politique existe, les acteurs politiques sénégalais peuvent s'entendre. Nous nous sommes entendus pendant un quart de siècle. Parce qu'après cet événement de 88, le président Diouf a convoqué des concertations autour du code électoral. C'était la première fois, après 20 ans, presque 30 ans d'indépendance, on s'est retrouvés autour du président Kéba Mbaye, qui était entouré lui-même d'une commission cellulaire constituée de professeurs d'université, d'avocats, etc., etc. Et nous avons discuté au 5e étage de l'Assemblée nationale pendant des semaines, des mois, et nous nous sommes entendus autour d'un code électoral. Ce n'était pas évident du tout. Parfois, on arrêtait, on suspendait, le président Kéba recevait les uns et les autres, par exemple sur la question du mandat, la durée du mandat, etc. Et on a beaucoup discuté. Et Quelques anecdotes? Quelques anecdotes, on a dit, 7 ans c'est trop, il faut aller à 5 ans. Certains disent à 4 ans, comme aux États-Unis, etc. Je me souviens, le président Kéba, on s'est isolé parce qu'il dirigeait la délégation de notre parti, en disant, mais bon, de quoi c'est parce que les gens disaient, on va s'entendre pour 6 ans. Il a dit, le chiffre 6, en tout cas, ne convenait pas tellement. Paraît-il au président Diouf, je ne sais pas pourquoi. Un chiffre impair. Cette génération faisait toujours tendance de chiffres impairs. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aller à 7 ans et ensuite limiter à 2 mandats? C'est comme ça qu'on est allé à 7 ans et qu'on a limité à 2 mandats. Donc, en 92 déjà, le mandat était limité à 2. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est le Parti socialiste qui, en 99, donc à la veille de 2000, est revenu en supprimant la limitation des mandats. Là, on a souvent tendance à l'oublier. Donc, quand Wade est élu en 2000, les mandats n'étaient plus limités. On fait des comparaisons souvent qui ne sont pas raison. Les mandats n'étaient plus limités en 2000 quand Wade venait. Donc c'est avec Wade qu'on est revenu sur la limitation des mandats. Mais évidemment en disant que puisque le mandat de 2000 était intervenu pendant qu'il n'y avait plus de limitation, ce mandat ne comptait pas. Et donc c'est ça qui a créé tous ces problèmes. Mais enfin, pour aller vite. Donc, on a eu un code électoral consensuel. 92. 92. On a voté en 93 avec ce code qui a présenté des limites. Parce que, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Kéba Mbaye a démissionné en 93. Ah oui, président du Conseil constitutionnel en disant « Je suis le père de ce code ». Si on a eu des difficultés à la Commission nationale de recensement des votes qui étaient bloquées parce que les partis politiques étaient membres et participer au vote, etc. Ça a bloqué. Donc, au bout d'un certain temps, évidemment, il a fallu débloquer la situation et rectifier le code. Les partis ne sont plus, ce sont maintenant les magistrats et non plus les partis politiques. Les partis sont là, mais ne participent pas aux délibérations. Cette réforme a été très importante. En Côte d'Ivoire,
ils n'ont pas prêté réussir. attention à cet aspect. C'est pour ça que ce monsieur-là a déchiré le procès-verbal devant toutes les caméras du monde. Et ça a joué, à mon avis, un rôle déclencheur dans la guerre civile en Côte d'Ivoire. Bon, ici, on a pu écarter ce danger-là. Comment d'ailleurs? On a changé le code électoral en disant que désormais les partis sont membres de la commission mais ne sont pas dans la délibération. On a eu le problème des ordonnances. Les ordonnances en 14 élections Le PDS était présidentielles. accusé d'ailleurs. Pas aux législatives, mais à la présidentielle, oui. c'est le Parti socialiste qui a utilisé les ordonnances à des floraison d'ailleurs. industriels. Alors, aux législatives, eh bien oui, le président Abdoulaye Wade a lui aussi fait tourner la Ronéo. À l'époque, c'était des Ronéos. Ah oui, il en a fait des centaines de milliers. Et je crois que c'est Djibo, que Dieu l'accueille en son paradis, qui était ministre de l'Intérieur. Dès qu'on est sorti de l'élection, il a dit, ah oui, il faut qu'on supprime les ordonnances. Vous voyez, ils ont utilisé les ordonnances. Alors, moi, parfois aussi, je me dis finalement, en tout cas, j'ai dit au président Wade, si tu n'avais pas fait ça, on nous aurait encore continué à utiliser les ordonnances. Mais enfin, on a ensemble, pouvoir et opposition, on s'est assis et on a corrigé cette affaire. Ça a continué quand Wade est arrivé aux élections de 96. Des élections locales catastrophiques côté organisation. Le président Diouf a dit, franchement, ça n'a pas été bien organisé. Et quand l'opposition a protesté, on a discuté. Le président Diouf nous a reçus, 97. C'est la première fois d'ailleurs que moi j'entrais au palais à la présidence de la République. Quand je passais devant la présidence de la République, je regardais l'avenue de la République plutôt que de regarder la bâtisse. Mais on s'est entendu. Et le président Diouf a mis en place l'Observatoire national des élections, qui est devenu sous Wade la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Donc, sans cesse, on a continué à améliorer le système en s'asseyant, en discutant, etc. Moi, j'étais de l'opposition radicale, mais leur ministre me recevait à tout moment, le général Cissé, aussi paix à son âme. On discutait très souvent sur comment il faut faire pour améliorer, etc., etc., etc. Notre parti avait été reconnu comme un parti vraiment constructif dans cette affaire-là. Bon, quand Wade est venu, Macky Sall, quand même, a été ministre de l'Intérieur. Et je me souviens qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur le code électoral. Autre, comment dirais-je, comment vous l'avez dit Anecdote. Oui. Je me souviens qu'au moment de mettre en place la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Je me souviens, mon ami Mbok Talibé, Ablaye Babou, a rué sur les brancards. Il a appelé à l'insurrection au motif qu'on allait liquider les acquis démocratiques. Mais au bout de la discussion, la Sénat a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas de groupe comme maintenant. Il y avait le groupe de l'AFP, le groupe du Parti socialiste, le groupe de la majorité, je ne sais pas, et un autre groupe. Bon, donc les gens ont voté à l'unanimité parce que quand on a discuté, le président Wade en Conseil des ministres, et quand on le voyait faire des observations sur le code, les articles qu'il fallait modifier pour que les préfets ou les gouverneurs, l'administration territoriale ne favorisent pas le parti au pouvoir, etc. À un moment donné, l'un d'entre nous, je ne sais plus lequel, mais je me demande si ce n'est pas Macky Sall. En tout cas, l'un d'entre nous, l'un des ministres a dit, mais Monsieur le Président, vous n'êtes plus dans l'opposition. Le président s'est arrêté un moment et a dit qu'importe.
Et il a continué ses observations. Pour vous dire simplement que la motivation, c'était de s'entendre sur les règles du jeu. d'évolution démocratique et pacifique du pouvoir. Mais c'est la meilleure garantie pour la stabilité et la paix dans un pays. Alors, depuis 2012, c'est fini. Ah oui? Ah oui, depuis 2012. Pourquoi dites-vous cela? Je ne sais pas, c'est la volonté politique. Le président Sall ne veut pas s'entendre avec son opposition sur les règles. Il ne veut pas. Ah oui? Ah ben oui. Les résultats des... Oui, parce qu'il y a quand même... des auditeurs là... Oui, mais parce que d'abord, il y a un dialogue qui s'est instauré. Alors, et puis justement, qui a fini par justement le projet de loi qui est actuellement soumis à l'Assemblée nationale. Alors, là-dessus, vous savez qu'il y a eu en son temps une controverse au sein de l'opposition. Moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient favorables à une participation à ce dialogue. En fait, le dialogue politique, tous les partis y sont. Même ceux qui étaient contre le dialogue national étaient au dialogue politique, c'est-à-dire aux concertations autour du code électoral, enfin, et d'un certain nombre de considérations. Bon, j'avais pensé sincèrement que le pays ayant échappé à un grave danger en 2019 aux élections présidentielles, vous vous souvenez que les candidats ont rejeté les résultats de l'élection, mais n'ont pas estimé devoir saisir même le Conseil constitutionnel. C'est ça. Donc, à l'époque, il y avait de très forts courants qui voulaient remettre en cause les choses dans la rue. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc quand le président Macky Sall a lancé cet appel, moi j'ai fait partie de ceux qui ont pensé que bon, peut-être qu'il vaut mieux répondre. Je signale qu'en 2017, il y a eu les élections législatives, il ne faut pas l'oublier, qui ont été une catastrophe à tous égards. À Touba, les matériaux pour le vote là, sont arrivés à 18h dans beaucoup de bureaux de vote. À Touba, avait à l'époque combien 270 000 électeurs ou quelque chose comme ça. Seuls 60 000 avaient voté. C'était donc, on a organisé le sabotage du vote à Touba. Mais quand on est sorti de cette élection, on a fait le tour du pays, l'opposition, pour parler avec les autorités religieuses. Toutes nous disent, ce que vous venez de dire là, on peut le comprendre, et ça quand même, c'est des problèmes. Mais vous aussi, quand on vous appelle à un dialogue, il faut discuter. On est dans un pays, le Sénégal est un pays particulier. C'est-à-dire que quand on vous dit, venez, on discute, si vous ne venez pas, a priori, vous avez tort. On n'est pas allé. Maintenant, vous regrettez d'être parti. On n'est pas allé en 2017. Oui, mais là, vous regrettez. Attendez, on nous l'a reproché. Les autorités, les instances de légitimation nous l'ont reproché. En 2019, moi, j'ai fait part de ceux qui ont dit il faut y aller. Parce que la politique aussi, il faut de la pédagogie. Mais non, parce que si on n'était pas allé à cette discussion, il aurait fait quand même ce qu'il veut faire. Et si vous protestez, on vous dit mais on vous avait appelé pour discuter, vous n'êtes pas allé. Donc on est allé, on a discuté et ça n'a strictement rien donné. Pourquoi vous dites ça? Sur les questions qui étaient les questions clés pour nous, il n'y a eu aucune évolution, aucune. On va y arriver sur les désaccords, sur les accords et sur la perspective. Mais d'abord, Mamadou Diop Decroix, il y a déjà la plénière. Vous nous revenez de l'Assemblée nationale avec la commission des lois qui examine le projet de loi en question, notamment le code électoral. Alors, oui, dites-nous un peu qu'est-ce qui se dégage comme position au niveau de la commission des lois sur ce sujet précis. Oui, en réalité, rien ne se présente. La commission
technique. Oui. Je suis intervenu, hein. J'ai rappelé un peu ce qui s'est passé parce que moi, je suis pour la paix et la stabilité dans ce pays. Oui, mais quelles sont les positions? Mais Oui. en même temps, Baye Omar, je suis extrêmement inquiet. Je suis très, très préoccupé parce que j'étais là. Dieu a fait que j'étais là quand même. Moi, j'ai depuis 92 avec Djiboka, avec Madiang Kharidjeng, avec Abdrahman Sow, avec le général Cissé, qui sont tous passés ministre de l'Intérieur, etc. Comment ça se passait? Les gens discutaient avec, disons, la volonté de s'entendre. La primauté Alors, de la République sur voilà. la dimension partisane. Merci. Oui. Aujourd'hui, Oui. c'est impossible. Quand j'ai Ah fait oui? mon intervention en disant au ministre de l'Intérieur, bon, pourquoi ne pas tenter? J'ai fait une proposition, j'ai dit, bon, la commission elle est convoquée, les gens sont inscrits, il y a 35 ou 40 d'intervenants. Est-ce qu'on ne pourrait pas, après cette discussion, mettre en place un sous-comité pour toiletter le code, c'est-à-dire revenir Oui, mais il y a sur... un problème de temps aussi, parce que vous savez, les textes de la CEDEAO sont clairs aussi. Donc, les textes de la CEDEAO disent, si vous ne vous entendez pas, À 6 dans mois les des 6 élections, mois. il peut y avoir aucune modification. Donc, cette Oui. urgence-là, Oui. ce que ça prouve, ce que ça montre, Oui. c'est qu'on sait qu'on ne sera pas d'accord avec eux, donc on n'a qu'à faire le forcing, passer en urgence les lois, etc., etc. Et puis voilà, comme ça, on sera dans le délai de la CEDEAO. C'est ça que vous voulez me dire? Non, Parce que c'est non. ça qu'ils ont fait. Je dis, il faut tenir compte de ça. C'est ça Maintenant, qu'ils ont fait. oui. La CEDEAO dit, Oui. à 6 mois des élections, vous ne pouvez pas procéder à des Des modifications modifications. non consensuelles. Entendons-nous très bien. C'est-à-dire, même à 15 jours, si vous avez le consensus, vous modifiez ce que vous voulez. La CEDEAO vous dit, dans l'intervalle de 6 mois, s'il n'y a pas consensus, vous ne pouvez pas modifier. C'est ça que la CEDEAO dit. Oui, Et maintenant, donc, eux, oui. cette précipitation est l'expression de quelque chose qu'il faut bien nommer. Ils savent qu'il n'y a pas accord, il n'y a pas consensus, mais ils veulent quand même, eux, voter ça avant le délai de 6 mois, sachant qu'ils ne seront pas d'accord avec l'opposition, pour être quitte avec la CEDEAO. Voilà ce que ça veut dire. C'est ça, et c'est ça qui est sentiment. grave. Ah oui. Maintenant, Mamadou Diop, Et c'est ça qui est grave. ce sont les principales positions qui se sont dégagées dans le cadre de la commission des lois, c'est-à-dire des positions antagoniques. Là-bas, vous savez, cette majorité qui a 75% des députés à l'Assemblée a récolté 49% au suffrage universel en 2017. Oui. On l'oublie souvent. C'est le Donc, mode de scrutin majoritaire là qui fait qu'avec 49%, ils ont 75% des députés. Oui. Les listes adverses qui ont eu 50%, ne représentent que 25% des députés à l'Assemblée nationale. Ça aussi, ça fait partie des problèmes que nous avons, mais bon, on ne discute pas de ça. Ça aussi. Alors, la démocratie. L'opposition avait un certain nombre de questions clés. L'autorité en charge d'organiser les élections. On a dit, le ministre de l'Intérieur ne doit plus organiser les élections au Sénégal. Macky Sall, quand il était dans l'opposition, avait dit le ministre de l'Intérieur ne doit plus organiser des élections au Sénégal. Maintenant, il est au pouvoir, il estime que oui, puisqu'il a gagné l'élection. Mais est-ce que notre démocratie aujourd'hui ne mérite pas quand même de dépasser cette question et de tenir compte de cette réalité, c'est de donner l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? C'est très bien. Oui, maintenant quel est le problème? On n'a qu'à continuer à faire ça. De toute façon, le recul démocratique, il est là. C'est-à-dire que depuis 1993 à 2014, on n'a jamais eu de problème d'élection au Sénégal. En tout cas, sérieux. Donc vous voulez depuis lors, une personnalité neutre, apolitique pour l'organisation des élections en lieu et place du ministère de l'Intérieur. Une haute autorité. Chargé d'organiser les élections. On ne peut pas dire le ministre de l'Intérieur ne doit pas organiser les élections.
parce que je suis dans l'opposition. Maintenant, je suis élu. Ah non, le ministre de l'Intérieur doit organiser les élections. Ça, il y a un problème, manifestement. Bon, la question du parrainage est une question sérieuse. Mais pour les locales, il n'y aura pas de parrainage. Non, je parle, moi, vraiment de... La prochaine présidentielle. La présidentielle, c'est-à-dire le code électoral, Oui. le système électoral est un tout. On ne peut pas extirper des aspects. À l'élection présidentielle, les dispositions qui existent ne sont pas changées. Alors, le pouvoir a la possibilité, comme en 2019, de choisir des candidats et d'exclure des candidats. Ça a été le cas en 2019. On a dit il y a trop de candidats parce que je crois qu'il y en avait quoi, 25. Donc, premier désaccord, c'est sur l'organisation. Vous décidez le ministère de l'Intérieur chargé d'organiser les élections. À la place du ministère de l'Intérieur. Voilà. Deuxième point de désaccord, le parrainage. Pour la prochaine présidentielle. Pour les locales, il n'y aura pas de parrainage. La Mais pour caution, la prochaine, la caution. maintenant la caution. Sur la caution, Le montant n'est pas déclaré. Même pour les oui. locales, là, et ils proposent 40 millions. Pour les locales, Oui. vous proposez combien? Et les 10 millions 40 millions, ils proposent. Si vous voulez être sur les départementales, sur les locales, 10 millions, 40 millions. Bon. Ensuite, Il y a vraiment le rôle de la justice dans les élections. Dans le processus électoral. Dans le processus électoral. Quel est votre vous problème? avez une justice Oui. qui se déclare toujours incompétente. Par exemple, là, on a saisi la justice sur le projet de loi sur le code pénal, code de procédure pénale. Oui. Elle va se déclarer incompétente. Oui, mais ils n'ont pas encore répondu. Attendez. Le code électoral, on va peut-être introduire, ils se déclareront incompétents, etc. Ah oui? Donc, autrement dit, on en est là, quoi. Bon, vraiment, c'est sur le terrain que ça se règle. Mais quelle est votre proposition? Quelle est votre proposition au sujet de la place et du rôle de la justice dans le processus électoral? Vous proposez quoi? Nous, on dit qu'il faut s'asseoir et regarder les problèmes. Quels sont les problèmes ici? Non, mais c'est une justice qui se déclare toujours incompétente. Oui. Alors, une justice. Oui. Vous prenez par exemple la Sénat, quand elle fait des observations, etc. Comment ces questions doivent être prises en charge dans l'immédiateté, parce que c'est un processus qui est là, il faut que tout aille très vite, etc. etc. Vous n'avez pas, le système, le mécanisme ne permet pas de faire face à ces situations. Donc il faut s'arrêter, regarder ça de façon tranquille, avec une approche constructive de part et d'autre. Je suis sûr qu'on trouverait des solutions. Alors, mais ce n'est pas le cas. Oui, une autre problématique, c'est les articles L31, L32. Également. Concernant les cas Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade. En quoi est-ce qu'il y a problème pour vous de l'opposition sur ce sujet précis? Oui, alors, évidemment, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, en fait, il y a une volonté, en réalité, d'éliminer des adversaires. La question, on n'a pas évoqué ça, du bulletin unique. Oui, on va y arriver. C'est noté. Oui. Le bulletin unique, par exemple, qui est maintenant pratiqué un peu partout en Afrique. Il continue de refuser le bulletin unique. Si vous avez, je ne sais pas moi, comme aux élections législatives passées, une quarantaine de listes, c'est des milliards pour faire des bulletins, des milliards. Alors qu'avec le bulletin unique, vous réduisez, vous économisez des milliards. Mais pourquoi refuse-t-il le bulletin unique? C'est parce que dans les campagnes et quelque part dans les villes, voilà, ils achètent les bulletins des autres partis. C'est un marché. C'est un marché. Alors, mon cher Baye Oumar, vous dites qu'on a atteint. On n'a rien atteint. On n'a atteint aucun niveau. On est encore dans le Moyen-Âge au plan électoral. Mais alors, les cas Khalifa Sall, Karim Wade, donc, vous en dites c'est la quoi? même chose. C'est la même chose. Le code pénal est très clair là-dessus. Si pour qu'un citoyen soit privé de ses droits civils et politiques, c'est le juge qui doit en décider.
Le juge n'en a pas décidé pour ces deux-là. Mais ils ont mis dans le code une disposition contraire à cette disposition du code pénal. Pour faire quoi? Pour éliminer des adversaires. Khalifa Sall est un adversaire, Karim Wade est un adversaire, on les élimine. Maintenant, alors, justement, donc, cette question est laissée entre les mains du chef de l'État qui doit trancher. Est-ce que vous gardez espoir par rapport justement c'est ce que je vous dis. Lorsque ces préoccupations, l'autorité en charge des élections, le cas Khalifa et Karim Wade, le parrainage, comment dire encore, le rôle de la justice, le bulletin unique. Oui. Le général Mamadou Niang, que Dieu l'accueille en son paradis, avait dit réservons ça à la fin de nos discussions. Et si on ne s'entend pas, on envoie au président de la République qui va trancher. Une lettre a été faite par la commission politique en direction du président de la République, qui n'a jamais répondu. Mais qui n'a pas encore répondu. Non, attention. La loi électorale est à l'Assemblée, elle va être votée. Oui. Et quand vous allez sur la loi, elle est là, je peux vous la montrer. Quand vous la regardez, aucune de ces notations, de ces préoccupations de l'opposition n'a été prise en compte. Tout a été écarté. Voilà le problème, voilà où nous en sommes. Donc ils vont voter une loi sans l'opposition. L'opposition va voter contre. Ah oui, voilà, la plénière est prévue en début de semaine. Oui. L'opposition va voter contre. Eux, ils vont voter pour. Ils vont insulter les gens, etc. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Alors que avant, c'était possible, on votait à l'unanimité. Alors, ce retard-là, ce recul démocratique, mais il est très sérieux. Les Sénégalais doivent prêter attention à ces aspects-là. Ce n'est pas une question de opposition et majorité qui sont à Sandaga en train de bargaining, en train de marchander là. Non, c'est la souveraineté du peuple, le droit du peuple à se choisir des dirigeants. C'est de cette question qu'il s'agit. Oui, vous l'avez dit, le droit du peuple à se choisir des dirigeants, ce qui nous permet justement, Mamadou Diop Decroix, invité d'objection, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est le secrétaire général de AJ/PADS, mais Mamadou Diop Decroix est le vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, ancien ministre d'État. Mamadou Diop Decroix, justement, venons-en à la réforme à l'élection du maire au suffrage universel direct. En quoi, dites-nous en quoi, c'est une avancée démocratique d'atteindre les objectifs de l'acte 3 de la décentralisation, notamment le développement local, la gouvernance locale et une meilleure participation des populations à la démocratie locale. En quoi? Merci. Bayoumar, je vais y répondre, question fondamentale. Mais je voudrais juste, avant d'y arriver, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne le permet pas. Le constat numéro 9 des évaluateurs du processus électoral dit la Sénat n'a pas un accès direct, illimité et permanent au fichier électoral. Elle n'exerce pas activement son droit d'accès à la configuration physique du matériel et des équipements informatiques, ni à la programmation des données de la DAF. C'est essentiel. Quand vous regardez le code électoral et les pouvoirs qui sont donnés à la Sénat, et cette réalité-là, vous vous rendez compte qu'on est devant une escroquerie, purement et simplement. Parce que justement, la Sénat ne peut pas exercer son travail, parce que tout se passe sur le fichier électoral, et la Sénat n'y a pas accès dans les conditions précisées par la mission d'évaluation. Et ça, c'est une des prérogatives dévolues à la Sénat. Oui, tout à fait. Et je signale qu'à la fin, les évaluateurs nous disent il existe un nombre important d'utilisateurs de la base de données des enrôlements du système, c'est-à-dire le fichier électoral, qui ne travaillent plus à la DAF ou qui ont changé de rôle. Pourtant, ils ont toujours un accès logique au logiciel, c'est-à-dire qu'ils peuvent entrer dans le logiciel et faire des traitements sur le fichier électoral. Ils sont 213 personnes dans ce cas-là. Pendant ce temps, depuis 10 ans, l'opposition n'a pas accès au fichier électoral. Voilà les problèmes. Oui, mais si l'opposition, est-ce que l'opposition en a formulé la demande? Mais à tous
Oui. L'article L48 est très clair. Oui. L'opposition, les partis peut avoir politiques accès, ont droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral. De la même manière que, la même manière que la Sénat. Depuis toujours, nous demandons ça et depuis toujours, ils refusent. Voilà. Quand les évaluateurs, quand on leur a signalé ça, on leur a dit, mais est-ce que ça vous a intéressé? Ils ont dit oui. On a posé la question. Ils ont dit oui, c'est vrai, la loi l'a dit, mais il faut un décret d'application. Très bien. Oui, mais très bien, il faut un décret d'application. Le président, c'est lui qui signe le décret, il ne l'a pas signé, donc la loi n'est pas appliquée. Mais quel est le problème? C'est d'avoir accès au fichier. Maintenant, le fichier peut être mis à la disposition du public par justement par voie... Ça s'appelle de la consultation. Oui. Quand il est mis à la disposition du public, tu tapes ton code, il te montre ta carte, point terminé. Oui. L'opposition, on dit droit de regard et de contrôle. Oui. Nous avons des experts, informaticiens, qui peuvent regarder et voir s'il y a eu des manipulations du fichier. Et depuis 10 ans, on ne le permet pas à l'opposition. Voilà le problème. Voilà ce qui est dit, Mamadou Diop Decroix. Maintenant, sur la question qui a été posée tout à l'heure concernant effectivement la réforme à l'élection du maire au suffrage universel direct. Qu'en dites-vous? Mon avis personnel est que c'est une bonne chose quand même. La plus grosse catastrophe de cette gouvernance locale a été observée pendant ces 7 dernières années. Là n'est pas la question. La question, elle est précise, Mamadou Diop Decroix. J'arrive, Bayoumar. Oui. Non, ce qu'on a présenté comme une gouvernance locale n'en est pas une. Oui, mais par rapport nous à l'élection au suffrage direct. J'arrive. Non, mais l'élection du maire n'est qu'un élément dans cet ensemble-là de ce qu'on appelle l'acte 3. Oui, mais reconnaissez que c'est une avancée. L'acte 3 est une catastrophe. Je ne parle pas de l'acte 3, je parle de l'élection du maire au suffrage je vais y arriver. Oui, mais procédons aussi par méthode. On part du général pour arriver au particulier. Non, partons du particulier pour arriver au général. C'est moi qui pose les questions, non? Oui, mais ma réponse, justement, oui, mais attendez aussi, la question, elle est précise. Justement, l'élection du maire au suffrage universel direct est une avancée démocratique. Ma réponse est la suivante. Cette question n'a de sens que si elle est référée à une pratique de 7 ans. Pendant 7 ans, les maires ont passé leur temps à bazarder le foncier de ce pays-là. Ils ont vendu 600 000 hectares. Et Macky Sall vous dit qu'ils les ont vendus même à des étrangers. Alors, quand vous savez ça, me dire que le maire va être élu au suffrage universel ou pas universel n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est à quoi ça sert la gouvernance locale. Est-ce que c'est pour délocaliser la mauvaise gouvernance, délocaliser la faillite gestionnaire de la gestion dans ce pays-là, ou c'est quelque chose d'autre, permettre au pouvoir local, aux populations de gérer leurs affaires au plan local? Non, les populations sont exclues de cette gestion. C'est des individus, la machine du parti au pouvoir ou de la coalition au pouvoir qui est utilisée, à qui on donne les mairies et qui en vivent. Alors non, je suis très sérieux, Bayoumar. Ce qui s'est passé entre 2014 et 2021, si ça doit se continuer, le pays va exploser. C'est moi qui vous le dis. Mamadou Diop Decroix, aujourd'hui, vous avez parlé de la gouvernance par les maires qui ont été élus. Aujourd'hui, Mamadou Diop Decroix, est-ce que vous ne pensez pas que l'urgence aurait été de s'attarder sur le cumul des mandats qui fait que les maires sont pour l'essentiel toujours absents de leur commune et gouvernent par délégation? Ils ne sont pas là pour gérer les communes. Ils sont là parce qu'il y a le cumul. Mais attendez. Vous êtes pour le cumul ou pas? Non, c'est-à-dire tout le système est mauvais. Le cumul est mauvais. Voilà. Le truc des maires, et tout est mauvais. C'est de ça que je vous parle. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer dans
le Au cas par système cas. Au cas par pour cas. trouver voilà l'élection au suffrage universel, oui, le cumul, oui, ceci, etc. Ce n'est pas fait pour ça. Le président et lui-même le sait mieux que nous deux, que les terres sont bazardées, le foncier, mais c'est scandaleux et il le sait. Il l'a dit publiquement. Je ne vais pas laisser les maires gérer le foncier. Si je le fais, dans 2 mois, il n'y aura plus de terres au Sénégal. Ils vont vendre les terres. D'ailleurs, ils vont les vendre aux étrangers. Allez dans Google, vous retrouverez ces propos du président Macky Sall. Ça a changé quoi? Mais ça n'a rien changé. Voilà. Il le sait et il ne l'a pas changé. Donc, oui. il le sait et il ne l'a pas changé. Tout ce que Macky Sall est en train de fabriquer dans ce pays-là, c'est vraiment du poison. Il faut dégager tout ça. Il faut dégager tout ça. L'acte 3 ne sert à rien du tout. Oui. Il sert à engraisser une clientèle. C'est ça votre bilan. Tous les maires ne sont pas Yana quand même. C'est clair quand même. Reconnaissez-le qu'il y a des maires qui travaillent. Oui, mais c'est une infime minorité. Oui, et c'est l'arbre qui ne peut pas cacher la forêt. Même si vous ne pouvez pas être nihiliste à sens unique, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des maires qui travaillent et qui servent de modèle, comme il peut y avoir des maires qui ne travaillent pas et qui ne peuvent pas servir de modèle. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? C'est au cours d'une élection... Quel est le trait distinctif? Le trait distinctif, c'est que vous avez 90 ou 95% des maires qui ne sont pas justement le bon exemple. Ici, en démocratie... Donc, on ne peut pas partir d'exception pour, disons, ne pas remettre en question la règle. Non. En démocratie, c'est le suffrage. Voilà. Vous en convenez avec moi? Non, le suffrage ne fonctionne. Voilà. Mais attendez. Mais... Bayoumar. Oui, Mamadou Diop Decroix. Oui, moi, vraiment, depuis que le fichier là, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus croire en une élection. Je vous dis, moi, je suis inquiet. Bayoumar. Oui. Je pense que si on n'a pas de règles consensuelles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir, le pays va aller devant des difficultés. Voilà. Et vous mettez où la question de la formation des élus, qui est quand même un droit reconnu dans le cadre du Code de collectivité locale aux élus. La formation, oui. Si moi j'étais à la base de cet acte 3 de la décentralisation, j'aurais mis un accent fondamental sur la formation. Moi, mon maire, le maire de ma commune, il ne sait ni lire, ni écrire, ni en français, ni en arabe. Mais si vous jetez un coup d'œil sur le code de collectivité territoriale, il figure cet aspect de formation. Mais qui n'est pas appliqué. Si au moins après son élection, le maire de ma commune avait été formé, au moins on aurait pu comprendre. Alors vous lui faites signer des arrêtés écrits dans une langue qu'il ne connaît pas et il signe. Est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie ça? Est-ce que ce n'est pas de la... je cherche le mot. Je n'ai même pas de mots pour caractériser ça. Dans un état qu'on appelle état de droit, le monsieur est un maire. Vous lui faites signer un papier écrit en français alors que vous savez parfaitement qu'il ne sait pas lire le français. Alors, on est dans quoi? Voilà les problèmes que nous avons dans ce pays-là. Alors, au lieu de les examiner dans le fond et d'aller vers des changements radicaux. Aussi, ça nous permet de revenir sur l'enjeu que constitue le prochain scrutin local. Aujourd'hui, Mamadou Diop Decroix, ces élections locales, pour beaucoup, elles auront valeur de test pour un éventuel 3e mandat. Qu'en dites-vous? Ce monsieur n'a pas droit à un 3e mandat. OK? Mais on va passer notre temps à discuter de 3e mandat. Non, il y a quand même un problème. Non, moi, je ne discute jamais de cette question du 3e mandat. Il n'en a pas droit. Elle est tranchée déjà? Elle est tranchée déjà. Voilà. Alors, s'il s'engage là-dedans, ça veut dire qu'il a décidé d'engager le Sénégal dans, dans des troubles. Ok. Alors, Mamadou Diop Decroix, venons-en à la stratégie. La stratégie la plus opérante pour l'opposition. Oui, aller en alliance
ou y aller séparément? Avec le Raw Gaddu. Oui. Avec le Raw Gaddu, Le mode d'élection, oui. le Benno Bokk Yakaar a pris les 7 députés de Dakar avec 36% des voix. Et 64% de ceux qui ont voté n'ont rien eu. C'est ça le Raw Gaddu. Bon, ça sera appliqué aux prochaines élections locales, même s'il ne représente que 35% dans le pays, ce qui est largement minoritaire. Si l'opposition est dispersée, ils peuvent gagner. Donc, effectivement, largement. Donc, l'opposition a le devoir de se retrouver, mais évidemment, ce n'est pas simple. J'ai dit sur ma page Facebook que les Macky peut même revenir sur l'histoire de l'élection du maire au suffrage universel parce qu'il aura beaucoup de beaucoup de fractions en son sein. Il a dit, oui, bon, il ne faut pas qu'il y en ait, les gars, bon, ils ne vont pas l'écouter. Il y en aura beaucoup. Donc, il a beaucoup de problèmes, il en aura, mais l'opposition aussi aura beaucoup de problèmes. Je pense que... Est-ce que vous y travaillez, c'est-à-dire dans le cadre d'une alliance, d'une grande alliance au niveau de l'opposition? Il faut discuter. Moi, c'est mon opinion, je le dirai. Nous avons demain une réunion dans l'après-midi. Je demanderai aux uns et aux autres que chacun vraiment fasse un effort sur lui-même de ne pas se tromper. On n'est pas encore en 2024. Évidemment, chacun doit se préparer. Nous, on se prépare, hein. Sur les 500 et quelques communes, je suis là tous les jours, là, je travaille là-dessus. On va se préparer pour avoir nos listes sur les 500 et quelques communes et avoir nos listes sur les 46 départements. C'est clair. Mais, encore une fois, pour nous estimons que l'opposition doit faire un effort sur elle-même, les dirigeants en particulier, pour que nous puissions nous entendre et aller ensemble. Et il faut des listes paritaires. Sinon, évidemment, voilà, mais c'est très compliqué. Alors, si nous ne le faisons pas, évidemment, c'est-à-dire, en gros, nous vaincrons ensemble ou nous périrons séparément. Alors, les listes, il s'agit de listes paritaires avec, oui, des députés, des maires femmes. Vous y travaillez? Ah oui. Bon, si vous prenez par exemple, nous, notre parti, nous avons 20 à 25% des secrétaires généraux ou des secrétaires généraux de fédération qui sont des femmes. Ah oui. Donc vous n'avez pas de souci pour ça. Vous prenez par exemple Dakar, qui est le principal centre de tout. La responsable est une dame. Vous allez à Guédiawaye, la secrétaire générale de Guédiawaye est une femme. Vous allez à Mbour, et c'est une femme. À Tivaouane, c'est une femme. À Kaolack, c'est une femme. À Nioro, c'est une femme, etc. Donc, je ne veux pas en oublier. Hein. Sinon, parce que j'en oublie, elles vont se fâcher. Mais il faut saluer le président Wade qui a imposé la parité. Je signale d'ailleurs que beaucoup de gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils veulent enlever la parité. Ah oui? Ah ben oui. Non, pourquoi? Non, ce sont des réactionnaires. Le terme qu'on utilisait à l'époque, réactionnaire, c'est quelqu'un qui est contre le progrès. Ils sont contre le progrès. Alors, Mamadou Diop Decroix, oui, on avait pensé qu'avec les conférences nationales des années 90, que la démocratie électorale était définitivement ancrée sur le continent. Mais Mamadou Diop Decroix, les événements récents, notamment les conflits électoraux en Guinée, en Côte d'Ivoire et les coups d'État à répétition au Mali font davantage penser que c'est un recul en Afrique. Si on y ajoute les soubresauts du Sénégal, oui, que vous inspire finalement une telle situation? Bayoumar, ce que ça m'inspire, c'est que voilà, les Africains qui veulent se libérer du colonialisme et de ses restes néocoloniaux, mais qui refusent au plan épistémologique de réinventer le discours et les matériaux, les outils d'analyse. On refuse. Mais les conférences nationales, c'est quoi? Mais c'est le discours de François Mitterrand à la Baule. Ce discours de la Baule, c'est quoi? C'était la consécration de la fin de la bipolarité entre l'Union soviétique et l'Occident.
À partir du moment où la guerre froide prenait fin avec l'effondrement de l'Union soviétique, oui. mais ils ont estimé que donc il faut faire respirer. Donc c'est pas une initiative et une victoire des peuples africains qui ont conduit aux conférences nationales. C'est la France de François Mitterrand qui a décidé des conférences nationales. Alors si on ne le comprend pas, on est dans cette logique-là. Oui. On est dans cette logique. Donc, il faut rompre avec tout cela. Si nous ne voulons pas continuer à être des esclaves devant des maîtres, il faut qu'on réinvente notre affaire. Oui, la mais- voie, elle est tracée, Mamadou Diop Decroix. Pour terminer cette émission, nous en venons à votre dernière publication, le dernier article. Oui, le dernier article intitulé « La Chine et nous ». Vous semblez, Mamadou Diop Decroix, célébrer le modèle chinois, un modèle qui a réussi sur tous les plans. Comment alors expliquez-vous le désastre africain face à ce que vous appelez cette exemplarité chinoise? Merci beaucoup, Bayomar. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Merci beaucoup. Oui, j'ai fait un long article avec mon ami Cheikh Ibrahim Niang qui est à Richmond, Oui. aux États-Unis, sur la Chine. L'Afrique et la Chine ont beaucoup de ressemblances, Similitude. oui, de similitudes, en particulier l'importance à l'époque de la paysannerie. Nous avons un très 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 important secteur dans notre société qui était surtout à l'époque dans les campagnes. La Chine, entre 1978 et 2018, De façon résumée, hein, il nous a reste sorti 3 minutes. Oui. 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté. La Chine a aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants. Il n'y en a pas un seul qui se réveille sans avoir à son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. Ils ont réglé le problème de la faim et de la malnutrition en Chine. Mais ça, c'est pas quelque chose de capital. On est là au Sénégal, 16 millions, 17 millions d'habitants. Allez, faites le tour un peu de Dakar, je sais que vous le savez. Combien sommes-nous des milliers ici qui ne peuvent pas avoir 3 repas dans la journée? 16, 17 millions. La Chine a réglé cela. La Chine va... Enfin, ça va être très long. Ce que je veux dire simplement, Oui, pour la Chine terminer. a ses valeurs, ses références, ses particularités. Nous avons nos valeurs, nos particularités, mais nous devons regarder la Chine. Quand les Gobineaux, les théoriciens de la suprématie raciale ont écrit sur la Chine, ils ont écrit que la Chine est destinée à vivre éternellement dans la misère, dans la faim, la pauvreté. Et ils ont essayé de le démontrer à partir même de la, comme si tous les Chinois étaient pareils, de la physionomie des Chinois, l'angle facial, etc. Vraiment des théories à dormir debout. C'est pour ça que dans le texte, je montre un peu quand Sarkozy est venu ici, il était président de la République française, dire devant le président Wade et les Sénégalais et le monde, l'Africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Je dis, quand Gobineau a dit ça des Chinois, les Chinois, ils avaient inventé le péril jaune. Le péril jaune, c'était dans leur esprit comme les criquets qui sont jaunes. Donc, une nuée de millions, de centaines de millions de Chinois qui vont, comment dirais-je, envahir le monde à la quête de pitance pour survivre et d'avenir. J'ai dit aujourd'hui, le péril chinois s'est transformé parce que c'est plutôt les Occidentaux qui vont faire la queue en Chine pour avoir des marchés de l'enchimal à taille, comme on dit. Oui. Et donc, l'Afrique doit apprendre de ça. L'Afrique est 3 fois plus grande que la Chine. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. 60% des terres arables sont en Afrique. Oui. Et tout le reste. Donc,
l'Afrique doit pouvoir être le prochain centre du monde, mais à condition qu'il y ait des Africains qui croient en l'Afrique, qui ne soient pas des valets de l'impérialisme et de l'Occident. C'est ça que j'ai voulu travailler par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et justement après profiter des labeurs de ce travail. Mamadou Diop Decroix, merci. Merci. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il était notre invité, Mamadou Diop Decroix est ancien ministre d'État. Mamadou Diop Decroix est secrétaire général de AJ-PADS. Mamadou Diop Decroix est vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Merci également à notre service digital à la tête, Abdoulaye, mais surtout Amadou Diallo et Pape Abdoulaye Dieye. Au revoir, à dimanche prochain. Et dimanche prochain, Mamadou Diop Decroix, on aura l'autre version de la majorité présidentielle, en l'occurrence le ministre Seydou Gueye. Vous êtes des démocrates. Merci beaucoup. Malheureusement, nos amis ne le sont pas. Mesdames et messieurs, au revoir et à dimanche prochain.